Une vidéo de un petit peu de culture générale concernant l'Afrique et la géopolitique. Alors je suis pas un grand spécialiste de l'Afrique, mais bon, j'essaie de travailler un petit peu le sujet et puis de mettre en évidence des événements pas trop connus, mais qui me paraissent quand même relativement importants. Donc pardon à ceux qui sont des grands experts de l'Afrique, hein. Mon but n'est pas de faire une thèse, mon but il est de fournir notamment à mes camarades nationalistes français un certain nombre de données de culture générale qui me paraissent importantes à comprendre et pour mieux comprendre le monde en général. Donc là aujourd'hui je vais vous parler du Sud-Soudan, chose dont on parle très peu. Et pourtant, c'est une région qui fournit pas mal de migrants, donc qui arrivent en Europe. C'est une chose qui m'avait intéressé il y a quelques années, quand il y avait encore les guerres, etc. Donc je voulais refaire un petit peu le point. Donc le Soudan, c'est un pays qui est essentiellement musulman, où on parle une sorte de dialecte arabe. Au sud du Soudan, il y a une grande majorité de population chrétienne, donc il y a des structures qui sont calquées sur des ethnies. Donc il y a des catholiques, il y a des évangélistes, je crois, et il y a des animistes. Il y a aussi une minorité musulmane. Alors il faut planter le décor tout de suite, et toujours pour planter le décor, on se rend compte que le pétrole, ça reste quand même l'élément important. Donc le Sud-Soudan rassemble 85% des ressources pétrolières du Soudan. Donc déjà, on comprend un peu mieux les choses. Alors en 1983, il y a l'établissement de la charia au Soudan, et ce qui déclenche un soulèvement au sud avec un chef un peu charismatique qui s'appelait John Garang, avec très vite le soutien des États-Unis. Quand Bush est arrivé au pouvoir, George Walker Bush, il a fait comme font toujours les Américains, il a mis en place des sanctions contre le Soudan, des sanctions économiques, hein, donc toujours la méthode de l'étouffement économique. Ils font toujours ça, ils ont toujours fait ça, et ils le feront toujours. Donc des guerres quand même assez importantes, et en 2005, des accords de paix. Très peu de temps après les accords de paix, au retour d'un voyage, je crois que c'était en Ouganda, le chef rebelle John Garang décède dans un accident d'hélicoptère. C'est quand même fou le nombre de gens importants qui meurent dans des accidents d'avions ou d'hélicoptères. Mais enfin bon, l'affaire n'a jamais été très éclaircie. L'indépendance est obtenue en 2011. Il s'agit d'un État fédéral qui comporte, à ma connaissance, 32 États. Vous voyez, c'est très compliqué. En 2013, redéclenchement de guerre civile, essentiellement entre deux ethnies, qui sont les Dinka et les Nuer. Alors on pense que, bien entendu, le Soudan et l'Éthiopie soutiennent chacun un des deux camps. Donc c'est vrai qu'il y a c'est cerné de pays, et il y a pas mal bien entendu de prises de parti de pays voisins, hein. Ce qui fait une des complexités de la situation. Toutes ces guerres sont une véritable catastrophe, parce que c'est un pays très riche en fait, riche en ressources pétrolières, agriculture aussi très performante, et l'eau. Donc on est dans la région des sources du Nil, et là effectivement, donc il y a à la fois pour la culture, mais aussi en termes d'énergie hydroélectrique. Donc le Sud-Soudan, c'est un pays qui a des ressources absolument phénoménales. Voilà. Alors tout ça, ça a engendré, toutes ces guerres ont engendré des drames, hein, donc des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés, de réfugiés. C'est quand même terrible quand on pense aux ressources de ce pays. Alors
les compagnies pétrolières qui interviennent au Sud-Soudan, c'est intéressant parce que c'est essentiellement des pays non alignés. Donc au début, c'était les compagnies nationales, donc chinoises, hindoues et malaisiennes. Les Russes ont mis un pied aussi, et plus récemment l'Afrique du Sud, hein, qui a investi, je crois, 1 milliard. Donc ça c'est intéressant, hein. Donc ils ont quand même diversifié l'exploitation. Alors, tout ça est chapeauté par une compagnie d'État, avec possiblement quand même beaucoup d'affaires de corruption, comme toujours. Voilà. Donc alors les États-Unis, qui ont fortement contribué à la sécession, initialement à la guerre et à la sécession, en 2018, ils ont mis la liste des compagnies pétrolières intervenant là-bas sur des listes de compagnies à mettre au ban, hein, et contre lesquelles mettre en place des sanctions, etc. Hein. C'est toujours la même technique, hein, quand ils peuvent pas avoir tous ceux qui leur font de l'ombre, hein, c'est toujours des attaques impérialistes, hein, avec grâce à leurs histoires d'extraterritorialité. Donc ils font la morale, hein, ils accusent de corruption, de ci, de ça. Voilà, ils mettent des sanctions pour essayer d'évincer ces compagnies. Donc on voit toujours la même technique des Américains. Donc au total, c'est un pays qui se retrouve toujours malgré tout, malheureusement, dans le chaos, hein. Toujours le chaos impérialiste. Sur le point de vue géostratégique, c'est très très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Il y a bien entendu le Soudan, mais il y a aussi l'Égypte. À partir du moment où le Nil est impliqué, il y a l'Ouganda, il y a l'Éthiopie, beaucoup de pays qui interviennent. Et puis bien sûr donc les puissances qui commencent à investir l'Afrique, hein, donc l'Inde, la Chine, la Russie, etc. Donc c'est très très complexe. Alors ce pays est aussi très intéressant quant à l'échec des États-Unis en Afrique, qui est quand même tout à fait stupéfiant, parce qu'ils ont quand même vraiment largement contribué à l'indépendance, à la guerre et à la création de cet État, mais ils ont l'air quand même relativement, même assez complètement impuissants. Et on peut se poser la question pourquoi les Américains sont-ils aussi gênés aux entournures? Alors, moi je prétends pas avoir la solution, mais il y a plusieurs pistes qu'on peut envisager. D'abord, il y a eu le traumatisme qu'a représenté l'expédition de Mogadiscio, là où il y a effectivement des soldats américains qui ont été capturés, tués et traînés derrière des pick-up. Donc ça a été un traumatisme pour les États-Unis, assez terrible. Il y a le fait qu'ils ne peuvent pas non plus être partout. Et que de moins en moins, justement, ils veulent être présents sur le terrain, ils veulent de plus en plus utiliser d'intermédiaires, c'est-à-dire manipuler des peuples ou utiliser des armées étrangères. Il y a aussi le phénomène noir, hein, c'est-à-dire que les États-Unis sont très embêtés parce que il y a quand même des mouvements panafricanistes très importants aux États-Unis, et se lancer dans une politique coloniale esclavagiste en Afrique, je pense qu'ils sont un peu victimes du rayon paralysant, donc très très gênés. Alors comment font-ils en pratique? Alors ça peut vous donner une clé de lecture quant au rôle de la France. Je crois que la France joue un rôle très important pour les États-Unis, parce que la France c'est comme un des rares pays du clan occidental qui a une armée tout à fait opérationnelle et assez complète. Et on le voit bien au Mali, hein, on voit bien ça, et on voit bien que les Américains ont beau mettre en place une base à Djibouti, mais ils n'ont pas du tout chassé les Français. Donc quelque part, on peut dire que les Français sont les harkis
des Américains, hein, nous sommes leurs supplétifs et c'est nous qui devons agir militairement pour éviter le moindre mort américain et puis pour éviter que les Américains apparaissent trop au grand jour dans leur politique impérialiste. Hein. Donc nous sommes... voilà à quoi nous en sommes réduits désormais, ça j'en suis convaincu. Hein. Donc comme d'habitude, alors ils nous fournissent des renseignements satellites, ils nous fournissent d'une aide logistique, mais c'est l'armée française. Alors l'armée française, ça passe encore à peu près en Afrique de l'Ouest, mais en Afrique de l'Est, c'est quand même très difficile. Hein. Donc on a vu au Rwanda quand même les limites de l'exercice. Je pense que j'essaierai de faire un jour une vidéo sur le Rwanda. Mais là on sent que les États-Unis dans l'Afrique de l'Est, ils sont très très largement impuissants et battus en brèche par les nouvelles puissances. Hein. Donc tout ce qu'ils peuvent faire, ils ne peuvent vraiment agir que par leur nuisance. Hein. Donc simplement en divisant, semant la discorde, mais directement, ils peuvent pas faire grand-chose. Voilà. En tout cas, pays profondément très riche et profondément déstabilisé. Hein, donc c'est catastrophique, quoi. C'est Sud-Soudan, un des pays potentiellement les plus riches et qui se retrouve un des pays les plus dévastés.